L'affaire Idrissa Gana Gueye, ses conséquences et ramifications, confrontation avec les prochaines législatives aux nouvelles configurations, l'insécurité à Dakar, des agressions à plein jour, quelles en sont les causes? Pour parler de toutes ces questions, L'Air du Temps reçoit ce dimanche 22 mai Pierre Ahmed Ba, anthropologue, expert en intelligence des systèmes complexes, communication politique et géostratégie, et Ibrahima Silla, enseignant-chercheur en sciences politiques. L'Air du Temps, c'est avec Alassane Samba Diop de 10h à 11h sur iRadio. Dimanche 22 mai 2022, merci d'être à l'écoute de L'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui donc Ibrahima Silla, enseignant-chercheur en sciences politiques. Il est enseignant aussi à l'UGB. Vous êtes toujours là-bas, Ibrahima? Tout à fait, je suis à toujours là-bas. l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et monsieur Pierre Ahmed Ba, anthropologue, expert en intelligence des systèmes complexes et de la communication politique et la géopolitique et la géostratégie. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. L'actualité la brûlante, c'est le Conseil constitutionnel qui doit dans les heures ou dans les jours rendre son verdict par rapport aux dépôts de recours qui ont été sur sa table. Yewwi a fait un recours au Conseil constitutionnel, idem pour Benno Bokk Yakaar, parce que toutes ces listes n'ont pas pu faire le travail demandé par le code électoral. Le débat aujourd'hui, c'est de voir que les hommes politiques chevronnés qui sont dans l'arène politique depuis plus de 60 ans, bientôt, pour la plupart d'entre eux, n'arrivent pas à confectionner des listes normales en respectant la loi par rapport à la parité. Ibrahima Silla, que vous inspire cette situation où les partis politiques et coalitions sont incapables de respecter la loi? Bonjour Alassane Samba Diop, c'est un plaisir de vous retrouver ici dans le cadre de vos locaux de iRadio. Merci. Dans une autre chaîne, on s'était connus, on a partagé beaucoup de moments de réflexion utile. Bonjour Monsieur Bass, je devrais dire chers collègues, puisque nous sommes dans le monde des idées et qu'il est extrêmement important de dire des choses utiles à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous lisent, à ceux qui nous écoutent. Absolument. C'est le but, je pense, de ce type d'émission, d'éclairer les citoyens, d'élever le débat, et donc de rappeler peut-être les fondamentaux au sein d'une république, au sein d'une démocratie. Tout à fait. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose, et j'ai un peu souri depuis 60 ans que nous avons des acteurs politiques, que le Sénégal est une démocratie dite mature, à tel point que entendre ce type de problème aujourd'hui, de polémique autour de la politique, tout de suite nous interroge. Mais plus qu'une intégration, nous tombons dans un étonnement. Je devrais dire un triple étonnement. Premier étonnement, comment se fait-il, et vous l'avez un peu évoqué, comment se fait-il que des acteurs politiques aussi aguerris, que des administrations aussi aguerries aux questions électorales de manière générale, peuvent en arriver ou peuvent nous conduire à ce type de situation? Deuxième étonnement, comment se fait-il que ceux qui sont en charge ces questions-là n'aient pas pris en amont les dispositifs, n'aient pas eu le réflexe pour appeler les gens, pour les mettre quelque part, entre guillemets, sur le droit chemin, susceptible de respecter le code électoral, la loi, etc. Troisième type d'étonnement, c'est comment peut-on envisager aujourd'hui organiser une élection sans la participation du parti ou de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar? Comment peut-on aujourd'hui envisager une élection sans Yewwi Askan Wi? Comment peut-on envisager une élection sans ces acteurs de la vie politique qui ont une certaine représentativité, qui ont plus qu'une représentativité, une certaine représentation, un ancrage au sein de l'espace public sénégalais, politique sénégalais? Et donc, face à ces étonnements-là, on est en attente là, de la décision du Conseil constitutionnel. On est en attente de la suite qu'on va éventuellement avoir par rapport à cette situation. Mais d'ores et déjà, on peut avoir beaucoup de frustration. Mais plus que les frustrations, on peut craindre. On peut avoir des craintes. Des craintes par rapport au lendemain, on va dire, tragique ou problématique qui risque de se poser dans les semaines, dans les mois peut-être à venir. Parce qu'encore une fois, il ne faut jamais oublier, il faut retourner aux fondamentaux. Le peuple a besoin de représentants. Le peuple a besoin d'exprimer son choix. Mais face à l'élimination, à la forclusion de ces acteurs centraux de la vie politique, on risque d'aller vers des sérieux problèmes. Quelqu'un pourrait me dire éventuellement, il faut respecter la loi dans toute sa rigidité, dans toute sa sévérité. Mais je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie en politique. Il arrive des moments où l'on doit se dire, non pas par laxisme,
qu'il faut respecter les lois et accepter que les gens fassent n'importe quoi. Mais encore une fois, il faut faire preuve de pédagogie. Et je pense que cette pédagogie administrative aurait été nécessaire en amont. Appeler les différents acteurs, leur demander, écoutez, vous avez oublié la virgule ici, vous n'avez pas appuyé le bon papier, vous n'avez pas organisé, respecté la parité qui doit être, en tout cas, placée suivant un ordre alternatif. Un homme, une femme, vous risquez de vous tromper. Une lecture, il n'y a pas 500 000 députés ou non sur une feuille. Il y en a à tout casser. Admettons qu'on en mette, admettons 150 ou 160, admettons même 200, même s'il n'y a pas 200 députés à l'Assemblée nationale. Ce n'est rien, c'est un travail d'une journée. Et je ne comprends pas tout ce temps imparti, donné, gaspillé à réfléchir sur des choses qui auraient pu être traitées en amont. Mais comme le problème est là, je fais partie de ceux qui pensent que au nom de la démocratie, au nom de la stabilité, on peut corriger. Ce n'est rien. C'est un formalisme juridique qui ne devrait pas nous conduire à des troubles politiques. Mais c'est dans ce sens que Africa Jom de Alioune Tine a sorti un communiqué en demandant d'être beaucoup plus indulgent avec, entre guillemets, les partis ou bien les coalitions fautives. Aar Askan Wi, la coalition Aar a sorti aussi un communiqué en fustigeant la position de Alioune Tine en disant que la loi doit être respectée dans toute sa rigueur. Oui, moi je pense que le discours de Alioune Tine est arrivé un peu en retard par rapport à cette situation parce qu'on voyait tout ça venir. En réalité, toutes les élections qui sont passées depuis qu'on a institué le parrainage ont amené des problèmes et ça n'a pas été soulevé. Je pense que l'objectif, ce n'est pas de réduire la participation, même si le parrainage est un système de filtre, mais l'objectif est de permettre à ceux qui sont assez représentatifs au sein de l'opinion, au sein de la population, de pouvoir se présenter pour pouvoir représenter une partie de la population. Je pense que c'est cela l'objectif. Et en ce sens, la loi sur le parrainage, dans son essence, est quelque chose qu'il faut saluer, mais dans son application, c'est une loi qui pose problème. D'abord, on nous dit que le citoyen n'a le droit de parrainer qu'un seul candidat. Ensuite, on nous dit que le citoyen qui parraine plus d'un candidat s'expose à non seulement une amende, mais à une peine de prison. Mais dans l'exécution, quand moi je me présente quand nous deux nous présentons avec un citoyen qui vous parraine et qui me parraine, non seulement il n'est pas puni comme le prévoit la loi, mais c'est l'un d'entre nous qui sera puni. Alors, au nom de quoi nous devrions être punis pour une faute que nous n'avons pas commise. Et nous sommes punis comment? C'est-à-dire l'un de nous verra son parrainage annulé. Mais ce faisant, cela veut dire qu'il y a l'un ou l'une de nos listes qui est prise en référence. Oui. Mais qu'est-ce qui permet aujourd'hui au Conseil constitutionnel ou à n'importe quel type de loi, qu'est-ce qui dispose qu'on puisse prendre une liste en système de référence pour juger d'autres listes, pour apprécier d'autres listes? L'ordre d'arrivée est un hasard. Le tirage au sort est un hasard. Et la loi ne peut pas se baser sur un système de hasard. Je pense qu'il est important de reposer cette question-là parce qu'en ce sens, le Conseil constitutionnel lui-même viole la loi. Pourquoi? Parce que le juge constitutionnel va faillir à son devoir juridictionnel, de protection juridictionnelle du citoyen, ça c'est d'un. Et de deux, ça veut dire que les citoyens ne sont plus égaux devant la loi. Et ça, c'est un fondament. Est-ce qu'on peut arriver à un cas de figure où le Conseil constitutionnel invalide les listes et qu'on aille aux élections sans Benno Bokk Yakaar, sans Yewwi? Dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Nous ne sommes plus au moment où nous pouvons discuter, communiquer ou en fait appréhender la loi parce qu'il y a une situation qui s'est présentée. Je pense que tous les acteurs qui participent à ces élections ont participé, en tout cas dans leur grande majorité, à ce qu'ils ont appelé le dialogue politique. Je pense qu'ils ont tous été informés. S'ils sont incapables de respecter la loi, je pense que nous devrions aller aux élections avec ceux qui sont capables de respecter la loi et c'est très important. Pourquoi? Parce que ceux que nous allons élire vont légiférer. Il leur appartiendra de faire des lois. S'ils sont incapables de respecter la loi, ils seraient incapables de légiférer. C'est aussi simple que ça, à mon avis. Est-ce que ce qui arrive aux coalitions aujourd'hui, aux partis politiques, n'est pas un déficit de formation des partis politiques? Est-ce que les partis politiques n'ont pas failli au Sénégal de leur coalition? Oui, depuis longtemps. C'est pas la faillite des partis politiques, ça? Oui. Il y a la faillite, ce n'est d'ailleurs même pas seulement la faillite des partis politiques. Il y a beaucoup de faillites dans ce pays. Je devrais dire l'empire des faillites et des défaillances. La faillite de l'analyse, la faillite de l'éducation,
la faillite de la vertu, la faillite de la formation nécessaire au niveau, la faillite de la communication. Et point par point, on peut démontrer qu'il y a tout ce qui est faillite. D'abord des partis politiques. Un parti politique cherche à conquérir, à exercer le pouvoir, mais ne saute pas dans l'arène du jour au lendemain et inscrit la dynamique de son parti dans une perspective de formation, de sélection du personnel politique, de recrutement du personnel politique, à travers éventuellement l'édification ou la clarification d'une idéologie. Quelqu'un pourrait me dire que c'est la fin de l'idéologie, mais l'idéologie existe encore. L'idéologie, ce n'est que la logique d'une idée. Une idée qui prend ses sources à travers des valeurs. Faillite des partis politiques qui ne forment plus. Les universités, les partis, tout ça n'existe plus. On les incite d'ailleurs, on les forme à l'injure, à l'insulte sur les réseaux sociaux. Faillite de la communication. On ne débat pas avec des arguments pour partager des visions, des programmes, des projets de société, mais on injure, on insulte, on est dans la confrontation. À tel point qu'on peut se poser la question finalement, qui fait la politique au Sénégal? Qui fait la politique dans notre pays? Il ne faut pas oublier que la politique, c'est quelque chose de fondamental. L'essence du politique, c'est de nuire au bien, nuire au mal et de servir le bien. Et sur ce registre-là, qui fait de la politique au Sénégal? Et ceci me permet tout de suite de dire que la politique est un métier bizarre dans notre pays. Et de manière générale. Parce que ça nécessite deux qualités qui sont totalement contradictoires. La première qualité, c'est à pouvoir accéder par son organisation, par sa débrouillardise au pouvoir. C'est une première capacité. Certains ont cette capacité d'acquérir une mobilisation, la mobilisation du grand nombre pour accéder au pouvoir. Mais une fois arrivé au pouvoir, il y a l'autre capacité qu'il faut avoir et qu'on n'a pas toujours. C'est-à-dire la capacité de gouverner à la destinée des hommes, de nos concitoyens. Et ces doubles qualités-là ne coïncident pas de manière intrinsèque tout le temps. La plupart du temps, ce qu'on voit dans notre pays, c'est que quand on n'a plus rien à faire, on se lance en politique. Et quand on arrive à se lancer en politique, on fait tout pour ne pas quitter cet univers politique. Et au moment de faire de la politique, au lieu de s'inscrire ou d'inscrire son action politique dans la réalisation de ce qu'on peut appeler les finalités pratiques du politique, je dis bien du politique, au sens masculin, le caractère noble du politique, on se lance dans la politique politicienne. On est dans les manœuvres politiciennes, on n'est pas dans les œuvres qui nous conduisent à ces finalités politiques indispensables, nécessaires, vitales, primordiales. Nuire au mal, servir le bien. S'attaquer au vice, et ça peut-être nous permettra tout à l'heure, et promouvoir la vertu. Moi, je rêve d'un Sénégal où l'on pourrait mettre un jour en place un ministère. J'attends la réalisation de ce 34e ministère, puisqu'on a 33 ministères. Un 34e ministère qui pourrait s'intituler ministère de l'éradication du vice et de la promotion de la vertu. Ça pourrait nous permettre de manière transversale de coordonner beaucoup de choses, de réaliser beaucoup de choses pour que la politique, pour que le politique retrouve ses lettres de noblesse et que la politique redevienne l'activité qui crée des solutions et non pas qui fait naître des problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on risque pas d'arriver vers des confrontations, compte tenu des situations qu'on est en train de voir entre les deux listes? Oui, en fait, la confrontation existe déjà. Il faut dire qu'en politique, nous n'avons vécu que la violence, que dans la confrontation, la violence, que ce soit verbale, physique même, depuis les dernières élections, depuis 2019. Alors, il se passe que il n'y a pas beaucoup de hauteur. Moi, je trouve que ça vole très bas. Il n'y a pas beaucoup de hauteur parce que il y a bien longtemps que je n'ai entendu aucun homme politique soutenir un discours cohérent sur le Sénégal. Pas sur ce que fait Macky Sall ou sur ce que fait un autre homme politique, mais sur le Sénégal, sur ce que nous avons en commun et sur ce que nous devons bâtir et comment nous devons le bâtir. Et c'est ça le problème fondamental. Il a touché le problème du doigt parce qu'il a utilisé le mot métier. On a fait de la politique un métier. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la politique professionnalise son acteur au même titre que la mécanique professionnalise le mécanicien. Donc, au même titre que le mécanicien, le politicien, aujourd'hui, exerce un métier. Et c'est quoi un métier? C'est une activité à laquelle on s'adonne pour vivre. C'est une activité professionnelle.
Donc nous ne sommes plus dans le sens noble du terme, malheureusement, où il y a cette idée grandiose de gouverner la cité, de lutter contre, ou alors de lutter pour l'instauration des vertus, des bonnes mœurs, tout ça. On n'en est plus là. Nous sommes dans une situation où il y a des gens qui exercent la politique comme un métier et qui, par A ou par B, en fait, qui ne lésinent pas sur les moyens, que ce soit des moyens légaux ou pas, pour atteindre leur objectif. Et leur objectif, bien malheureusement, c'est des intérêts personnels. Donc je pense que si nous restons là à nous émouvoir de cela, c'est parce que nous avons manqué de suivre l'histoire politique de notre pays. En réalité, depuis la fin des années 70, je ne dis pas que c'est la fin des idéologies, mais il y a peu ou prou d'idéologie dans l'exercice de la politique dans notre pays. Les gens n'adhèrent pas à une idéologie parce que c'est une idéologie qui leur convient ou parce qu'ils pensent que cette idéologie-là est à même d'amener le Sénégal quelque part. Mais que voulons-nous? C'est une question fondamentale, c'est une question existentielle qu'on ne se pose plus. Qu'est-ce que nous voulons en réalité? Excuse-moi, je vais répondre à cette question qu'il a posée à votre place, mais qui est une question fondamentale. Que voulons-nous? Parce qu'on a l'impression, c'est une question pertinente, fondamentale. On a l'impression qu'on ne sait plus ce que nous voulons. On est dans un pays où on a l'impression qu'on veut une chose et son contraire. On déplore la médiocrité qu'il y a au niveau de l'espace public et de certains acteurs politiques. Il y a beaucoup de discours en ce sens. Au même moment, on a une certaine haine de l'intelligence ou des gens qui sont dans les idées. D'un côté, on déplore que dans nos universités, on n'enseigne pas les savoirs traditionnels et nos grands hommes. De l'autre côté, ceux qui prennent beaucoup de peine à produire des ouvrages, des œuvres en ce sens, ne sont pas lus. On a l'impression que dans ce pays, on veut une chose et son contraire. On déplore beaucoup de choses, mais au même moment, on donne une prime à ceux qui posent des actes qui sont susceptibles d'être condamnés. À tel point qu'on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que nous voulons? Pour reprendre votre question. Mais un philosophe français avait écrit pour la France que les médiocres ont pris le pouvoir. Oui, c'est dur de le dire comme ça. Effectivement, ça c'est le discours de beaucoup de gens. Aujourd'hui, à entendre beaucoup de citoyens qui déplorent fondamentalement qu'il y ait cette prise de pouvoir de ceux qui n'auraient jamais dû entrer en politique. La politique, on en a fait un métier, on en a fait une activité rentable. Des hommes d'affaires ont quitté aujourd'hui les affaires pour faire ce que j'appelle la politique business. Les hommes politiques aguerris peut-être quittent la politique pour faire des affaires et vice-versa. Aujourd'hui, l'activité politique, c'est ce qui fait son caractère bizarre, est devenue rentable. À tel point qu'on n'a fait plus une passion, une vocation et qu'on ne se met pas au service de sa collectivité pour réaliser un certain nombre de choses. Les grands hommes historiques, en tout cas de l'histoire, qui ont voulu inscrire la société dans une continuité rassurante, progressive, émergente si vous voulez, ont œuvré de toutes leurs forces parce qu'ils avaient des convictions, qui étaient ancrées dans une certaine forme, alors, idéologie. Le mot idéologie peut poser problème, mais il y avait quand même de l'idéologie qui était derrière. Et cela leur a permis de réaliser beaucoup de choses et de faire progresser la société. C'est pour ça que je n'aime pas l'expression « ceux qui sont nés après les indépendances ». Et souvent, je défends ceux qui sont nés avant les indépendances parce que je dis aux jeunes, mais si ceux qui sont nés avant les indépendances n'avaient pas posé les actes nécessaires depuis le discours de Valdiodio, mais bien avant le discours de Valdiodio et de l'indépendance, la clandestinité, l'activité politique, à un moment, il n'était pas facile de faire de la politique, de militer, de s'engager. Ces acteurs, hommes et femmes, ces grandes mains comme ces petites mains ont beaucoup apporté à notre pays. Donc parler ou se féliciter qu'il y ait quelqu'un qui soit né après les indépendances pour gouverner le Sénégal, là je dis que c'est l'expression d'une ingratitude à l'égard de ces grands hommes qui ont fait ce pays. Mais parmi les scénarios qui sont avancés, c'est estime que la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, avait fustigé le fait qu'aucune coalition n'a respecté les délais. C'est là qu'il fallait intervenir. Et que le Conseil constitutionnel pourrait s'appuyer sur ça pour envoyer les élections. Mais oui, moi je pense qu'il serait même cohérent de ne pas tenir ces élections-là. Pourquoi? Alors, pour la bonne et simple raison que nous allons vers des élections présidentielles en 2024. Nous ne connaissons pas encore les candidats, mais il est sûr que le président qui sera élu trouvera une assemblée nationale qui ne lui est pas acquise pour qu'il puisse dérouler son programme.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? dissoudre. Il va dissoudre l'Assemblée nationale. Je pense qu'il y a un problème de calendrier électoral dans ce pays-là. Il faut qu'on s'arrête un moment. Il faut qu'on s'arrête pour voir comment nous pouvons réorganiser notre administration pour qu'elle soit performante. Mais donc, à quoi a servi le dialogue politique dont on parle, le dialogue national? Ça a servi à quoi? Mais alors, c'est un dialogue de sourds, malheureusement. On a dépensé de l'argent comme ça, réuni des gens pendant des journées, sans rien. Il faut qu'on arrête les compromis. Nous sommes dans un pays de compromis, de compromission. Ce dialogue national n'a pas servi à grand-chose. Parce que si elle avait servi à grand-chose, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il y a eu un moment où le président de la République a tendu la main à l'opposition. Il y a une partie de l'opposition qui est allée, mais pas celle qui est la plus représentative. Et c'est ça le problème. C'est cela le problème. Les élections, les problèmes ont commencé aux dernières élections présidentielles. Beaucoup de candidats, sur la base de ce que moi je pourrais appeler, et selon les informations que j'ai à ma disposition et selon ma propre analyse, comme une injustice. Il y a eu beaucoup d'injustices lors des dernières élections. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Les personnes qui ont été les plus représentatives au sein de la population n'ont pas participé à ces élections-là. Ce faisant, on a laissé la place à... En fait, il y a une sorte de frustration qui a permis à certaines personnes de se trouver là où ils ne devraient pas être. Et nous traînons encore cette tare-là. Et c'est cela le problème. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il n'est même pas concevable d'organiser des élections à quelques encablures des élections présidentielles. Et nous savons tous, ou alors tous les spécialistes savent qu'en 2024, on va dissoudre cette Assemblée nationale-là. Donc, à quoi elle va servir en réalité? Elle va faire quoi en 2 ans? Elle va voter les budgets? Il faut que nous soyons sérieux. Il y a un réel problème dans ce pays-là. On ne peut pas vivre, en fait, on ne peut pas rythmer notre existence à la cadence des élections. Nous avons eu combien d'élections depuis 2012? Nous avons l'élection présidentielle de 2012, les locales de 2014, le référendum de 2016, les élections présidentielles de 2019, les locales de 2022. Et nous aurons des élections présidentielles de 2024. 6 élections en combien d'années? En moins de 10 ans. Mais c'est extraordinaire. Et voilà le tableau que nous avons. Voilà le tableau de ce Sénégal-là. Donc, qu'est-ce que nous voulons? Je posais la question tout à l'heure. Et comment allons-nous y arriver? Ouais, absolument. Mais pendant ce temps, les urgences sociales sont là. L'électricité qui reprend ses coupures, l'inflation sur les marchés. Aujourd'hui, les prix sont devenus pratiquement inabordables pour le citoyen lambda. Les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a la crise financière qui est là. Et nos politiciens, eux, se battent pour des places. Oui. Je vais toujours rebondir parce qu'il pose des bonnes questions avant de revenir à ta question. Qu'est-ce que nous voulons? Ce que nous voulons, je pense que ça a été inscrit au cœur des textes fondamentaux de la République. On veut de l'ordre, on veut de la justice. On ne veut pas seulement que de l'ordre ou juste de l'ordre, on veut de l'ordre juste. On veut de la justice, on veut de la liberté. Mais pas liberté qui dérive au libertinage. On veut de l'égalité, voire de l'équité. Et tout cela est important. Ça nous permet de parler des fondamentaux d'une république, d'une démocratie. On veut peut-être la limitation des mandats, on veut la séparation des pouvoirs. La société, notre société a été claire sur beaucoup de sujets et a précisé de quelle manière on voulait conduire nos gouvernementalités, conduire notre république, ancrer nos républiques dans des fondamentaux. Et on a l'impression au Sénégal qu'on oublie ces fondamentaux. Parmi ces fondamentaux, j'en viens à votre question. On veut le bien, le plus grand bien pour le plus grand nombre. C'est ça, gouverner. Donner, faire du plus grand bien au plus grand nombre. Le pouvoir, l'essence du pouvoir réside dans cela. Le pouvoir est un bien fondamental, un grand bien, quand il réalise un certain nombre de choses par rapport aux populations. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui au Sénégal? Tout le monde le déplore, qu'il y a une crise multisectorielle. Je ne vais pas trop m'appesantir sur la crise de la représentation, sur la crise de la participation. Il a un peu effleuré. Quand on marque derrière une carte d'identité, il ne peut pas voter. Ça n'existe qu'au Sénégal et c'est incompréhensible. Crise de la représentation, crise de la participation, crise de la délibération. Mais au-delà de ces crises qui nous renvoient à des principes fondamentaux de la démocratie de la République, il y a des crises du quotidien. Par rapport à des questions qui sont liées à la distribution de l'eau,
Aujourd'hui, peut-on accepter qu'un hôpital ne dispose pas d'eau? Peut-on accepter C'est un scandale, ça. que des universités ne disposent pas d'eau, poussant souvent toutes les semaines nos étudiants à sortir à manifester? Moi, je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses qui relèvent de cet ordre-là. Aujourd'hui, on commence à avoir des pénuries, des délestages, etc., l'électricité. Il y a le problème de l'emploi. Quand vous voyez la jeunesse aujourd'hui, il y a le problème de la violence aujourd'hui, qui font que, et ça me permet, c'est tellement vaste, il faut voir le problème sous plusieurs angles. Certains vont penser qu'il y a une contre-éducation et des contre-valeurs qui ont poussé à cette situation. Mais je vous rappelle qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui souffrent énormément, dont les enfants ont reçu la meilleure éducation qui soit, mais plongés dans un univers où finalement, ils ont perdu tous les repères. Toutes les semaines, tous les jours, en plus de ces crises qui sont liées aux politiques publiques de manière générale, les politiques publiques sectorielles, au-delà de cela, on a une crise fondamentale de notre société qui inquiète tout le monde. Il n'y a pas un seul jour, il n'y a pas un crime, un délit ou un acte qui vient dépasser en horreur l'acte qui l'a précédé. Moi, je ne suis plus, à un moment, je dis, je n'arrive plus à suivre. Je vais peut-être me désabonner de Facebook, mais je n'arrive plus à suivre le rythme avec lequel ces choses-là sont perpétrées au quotidien. Il n'y a pas un seul jour, il n'y a pas d'agression, de viol, suivi de meurtre, de crimes, etc. Les accidents de la route. Des choses invraisemblables qui, certains vont dire, ça a toujours existé dans nos sociétés. C'est les nouvelles technologies de l'information qui font que c'est diffusé à ce rythme-là. Mais je ne pense pas. Mais ce qui frappe les gens, c'est la banalisation de tout ça. Il y a des morts, voilà, c'est comme si c'était normal que quelqu'un tue quelqu'un, voilà, il y a des accidents. Le sous-préfet lui ne se déplace pas, 35 morts. Alors que dans d'autres pays, il suffit qu'un citoyen meure, que le président se déplace. Et quelquefois, il ne suffit même pas qu'un citoyen meure. Souvent, c'est un chien qui est écrasé et que ça fasse beaucoup de... Ça veut dire quoi? L'intérêt, alors, la considération qu'on attend des hommes politiques pour traiter de ces questions, notamment de ceux qui détiennent le pouvoir. Certains diront que c'est un problème plus global et à chacun dans la société de prendre ses responsabilités. Moi, je ne condamne pas la société. La plupart des citoyens ont reçu une bonne éducation. Il y a quelque chose qui semble dépasser les citoyens. Et c'est là où l'acteur politique, qui à un moment dit qu'il pouvait gérer la société, c'est gérer aussi la sécurité. Un État n'a pas d'autre préoccupation que sa sécurité. La sécurité, c'est la préoccupation centrale, principale d'un État. Quand je dis sécurité, c'est au sens large du terme. Il ne faut pas qu'on pense seulement en termes militaires, géopolitiques, géostratégiques. Sécurité alimentaire, sécurité sanitaire. Au sens holistique. Au sens holistique du terme. Et cela, c'est quelque chose de fondamental. Mais et c'est l'acteur politique, c'est les pouvoirs publics, c'est la force publique qui doit jouer pleinement son rôle en faisant intervenir. Aucune société n'est disciplinée par nature. Les grandes démocraties, prenons le cas des États-Unis. Quand Giuliani est arrivé maire de New York, c'était la ville la plus risquée du monde, la plus criminogène du monde. Il a mis de l'ordre. Tolérance zéro, avec sa politique de tolérance zéro. Certes, il faut de la tolérance zéro, il faut prévenir. Il y a tout. Et quelquefois, je dis même l'indiscipline est arrivée à un moment, l'État ne veut pas se faire de l'argent parce qu'il y a une économie de l'indiscipline. Il y a toute une économie de l'indiscipline. Faire payer à ce qui empêche à la société de tourner en rond, de bien marcher, ceux qui transgressent l'ordre au quotidien, dans la circulation, à tout point de vue, ces gens-là, dans tous ces secteurs, il faut mettre de l'ordre. Il faut arrêter ces vices-là. Et l'État doit être fort. L'État fort, ça ne veut pas dire, alors, ne pas respecter les droits élémentaires fondamentaux des citoyens, ne pas garantir leur liberté. Mais il y a un certain nombre d'actes qui ne doivent pas être acceptés. Et la solution, ce n'est pas seulement d'aller renvoyer les gens en prison. Moi, je propose de mettre en place des centres que je n'appellerai pas des camps ou de rétention, de formation, de rééducation dans toutes les régions. Le civisme. Et pourquoi envoyer des gens à Rebeuss qui vont dormir et ne peut-être pas envoyer des gens dans ces centres-là de rééducation pour qu'ils servent à ce pays-là et être dans une logique de politique de tolérance zéro pour empêcher que certains actes soient banalisés. On a l'impression que nous vivons dans la banalité du mal, dans la banalisation du mal, dans la banalisation du vice. Et ça touche, et ce qui est grave, et je terminerai par là, c'est quand ça touche les hommes politiques, quand ça touche le pouvoir,
qu'on voit des actes qui n'auraient jamais dû être acceptés, quand on voit un type de discours qui n'aurait jamais dû être accepté, toléré en démocratie, et que finalement c'est banalisé, et que les gens peuvent injurier, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, poser des actes et ne pas être condamnés, ni par les électeurs qui doivent choisir le moment venu, ni par leurs patrons qui doivent tout de suite sévir pour montrer qu'aujourd'hui, le Sénégal doit s'inscrire quand même dans une stabilité, pour lui encore une continuité rassurante, susceptible de lui permettre de bien faire. Nous sommes dans le plein pied du deuxième point de notre débat, c'est l'insécurité aujourd'hui dans ce pays. On constate une sorte de banalisation de la mort, des agressions, maintenant des gens qui vous trouvent jusque chez vous pour vous agresser, prendre vos biens. On a l'impression qu'aujourd'hui, on est en train dans une violence qui monte un crescendo. Oui, mais parce que nous sommes dans un problème systémique, en fait. Le Sénégal est depuis longtemps dans une tourmente, et en fait, on peine à en sortir. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. L'État a consenti beaucoup d'efforts, mais ça ne change rien. Ça ne change rien, pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la nature de nos problèmes. Et c'est malheureux. Aujourd'hui, quand on parle de violence, on a tendance à tout mettre dans le même sac, mais il n'y a pas une unité de violence en réalité. Parce que les facteurs qui entraînent les homicides, les meurtres, les assassinats ne sont pas les mêmes facteurs qui entraînent les violences faites aux enfants, les violences conjugales, les violences verbales, ne sont pas les mêmes qui engendrent les agressions dans la rue. Malheureusement, on n'a aucune étude là-dessus. On n'a pas de données. On ne peut pas les chiffrer. Donc, suivant le rythme auquel nous sommes informés de tel ou tel autre acte violent, nous pensons qu'il y a tout d'un coup une recrudescence de la violence. Mais en réalité, je pense que nous manquons d'éléments déjà pour apprécier, si nous voulons être scientifiques, nous manquons de beaucoup d'éléments pour apprécier le taux de violence, donc dans les différentes catégories, pour savoir où est-ce que nous en sommes exactement. Mais il y a un problème qui est récurrent et qui est systémique, il y a une déstructuration de la structure familiale dans notre pays. Il y a énormément de facteurs qui font basculer les gens dans la pauvreté, que ce soit des gens bien éduqués, comme il le disait tout à l'heure, un père de famille qui va à la retraite et qui plonge toute sa famille dans la pauvreté parce que ne percevant plus assez d'argent et ce faisant n'a plus beaucoup de poigne sur sa propre famille. Donc il y a cela. Il y a le fait aussi que nous ne réagissons pas là où il faut, c'est-à-dire l'État ne concentre pas les efforts là où il faut, ou alors l'État met la charrue avant les bœufs. Il y a beaucoup de programmes qui sont passés par ici. Nous avons vu Guana, le plan REVA, Retour vers l'agriculture, nous avons vu Prodac et ces fermes agricoles qui sont là, mais qui ne servent pas à grand-chose en réalité. Pourquoi ? Parce que nous ne savons pas ce que notre jeunesse a envie de faire. Donc il y a, depuis longtemps et depuis les années 90, il y a des échecs successifs des politiques de jeunesse. Je ne dis pas que rien n'a été fait, mais il y a eu des échecs. Et ça donne quoi ? Ça donne des jeunes désœuvrés, ça donne des jeunes frustrés, parce que quand on est à la fleur de l'âge, qu'on a la force de travail et qu'on n'arrive pas à travailler, soit parce qu'on n'a pas la formation adéquate, soit ou alors on n'a aucune formation, ou alors parce qu'on ne trouve pas sa place dans la société, c'est une société qui va aller en dérive. En réalité, la société sénégalaise est malade. C'est la vérité et il faut oser le dire. Est-ce qu'il faut créer des centres, comme il l'a dit, dans les régions pour récupérer les jeunes, essayer d'inculquer le civisme, les former ? Oui, mais moi je pense qu'il ne faut pas trop être dans la coercition. Je pense qu'il faut comprendre d'où nous venons et où est-ce que nous en sommes. Et il ne faut pas trop donner le tort aux jeunes ni à l'État. Je pense qu'il y a une incompréhension, il y a un gap, il y a un fossé et il faut le combler. Il faut aller dans la discussion, il faut aller dans la compréhension. Il faut savoir quelle jeunesse nous avons déjà. Donc, qu'est-ce que cette jeunesse est capable de faire ? Quel a été le niveau de formation de cette jeunesse-là, ou alors quel est le niveau de formation de cette jeunesse-là, et qu'est-ce qui manque à cette jeunesse. Mais il y a un préalable à tout cela. Le préalable, c'est l'orientation politique. Et on en revient à la question, qu'est-ce que nous voulons ? Est-ce que nous voulons une économie de service ? Parce que ces 20 dernières années, on a formé pour la plupart que dans les métiers de service. Est-ce que nous voulons une économie de production ?
Et qu'est-ce que nous pouvons produire? Est-ce que c'est l'industrie? Est-ce que c'est le pétrole? Est-ce que c'est l'agriculture? Est-ce que ce sont les mines? Est-ce que c'est le secteur tertiaire, etc. Donc voilà les questions que nous avons manqué de nous poser. Nous parlons toujours de politique de développement. Moi, j'ai entendu un Premier ministre me parler d'autosuffisance alimentaire en 2016, de centrale à charbon en 2017. Il n'en est rien. C'est inopérant. Et tout le monde le sait, malheureusement. Ou alors, il y a des gens qui le savent, mais qui n'ont pas voix au chapitre. Oui. Et nous en sommes encore là, c'est-à-dire les fondamentaux, les préalables. Quelle est notre orientation politique en fonction de notre positionnement stratégique dans le monde, dans la sous-région, etc. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons vendre à nos voisins? Comment se fait-il que nous ayons 720 km de côte sur l'océan le plus poissonneux au monde et on passe notre temps à vendre des licences de pêche? Pourquoi nous ne pouvons pas former notre jeunesse à entreprendre dans le secteur de la pêche? Pourquoi nous n'avons pas un grand centre national de formation au métier de la pêche? Pourquoi nous ne pouvons pas repenser le système éducatif qui passe plus de temps à enseigner aux gens à parler une langue étrangère qu'à leur enseigner un métier, par exemple? Pourquoi nous ne pouvons pas repenser le système éducatif? Pourquoi tout le monde doit aller jusqu'au bac pour aller à l'université, pour enfin commencer à apprendre à faire quelque chose? Et malheureusement, jusqu'à 25, 26 ou 27 ans, on ne sait encore rien faire sinon que de réciter des leçons. Voilà les vraies questions que nous devons nous poser. Et voilà les vraies questions que la future Assemblée nationale, si elle est installée, devra se poser. Et voilà les vraies orientations, les vraies questions stratégiques que le gouvernement ou tout gouvernement qui sera mis en place au lendemain des élections du 31 juillet devra se poser. Il faut qu'on se pose ces questions-là. Il faut qu'on ait une orientation claire qui serait partagée. Vous savez ce que j'aime bien, par exemple, au Botswana, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le consensus minimal. C'est-à-dire, il est arrivé un moment où tout le monde s'est posé, tous les partis politiques, la société civile et tout, et ils ont posé la question simple: que voulons-nous? Et comment nous allons le faire? Et ils sont tombés d'accord sur un certain nombre de choses. L'éducation, l'agriculture, etc., etc., l'industrie. Ils ont dit, quel que soit celui qui va gouverner, ces programmes-là ne connaîtront pas de rupture. Et depuis une bonne vingtaine d'années, c'est le pays qui a la plus forte croissance économique au monde. Parce que les gens se sont arrêtés, ils se sont posé des questions, ils ne se sont pas regardés en chien de faïence, ils ne se sont pas détestés. Et ce qui est détestable dans notre politique aujourd'hui, c'est que les gens nourrissent une haine en dehors de toute hypocrisie. Oui, il y a le corona, on se serre la main et tous les gens se haïssent. Ils ne se gobent pas. Il faut se dire la vérité. Il manque de hauteur, il manque de courtoisie, il manque d'élégance. Et c'est l'exemple qu'il donne à la jeunesse, que tout doit s'arracher par la violence. Donc qu'on ne s'émeuve pas, qu'on ne s'étonne pas. Il y a beaucoup de frustration dans notre pays. Les gens sont pauvres. Il y a une pauvreté endémique qu'on refuse de voir. Le président de la République a donné 1000 milliards. Il n'y a pas longtemps. Nous étions en 2020. Ensuite, il vient de donner 47 milliards. Ils ont mis en place délégation à l'entrepreneuriat rapide. Ils ont mis le FONGIP, le FONSIS, etc., etc. Mais il faut qu'à un moment qu'on se pose et qu'on se dise, mais tous les mécanismes qui ont été mis en place n'ont servi à rien. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de résultat? Pourquoi il n'y a pas de résultat? Pourquoi? Moi, j'avais dit en mars 2021, lors des manifestations qui sont passées, qu'en réalité, toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de la politique de la jeunesse devraient être virées. Oui. Ça n'a pas été fait parce que c'était un échec, mais lamentable. On a vu des jeunes qui ont montré que ce pays a faim. Parce que nous avons, comme on le dit souvent, nous avons des valeurs. Nous avons vu des jeunes entrer dans des magasins privés, piller ces magasins, prendre des sacs de riz et sont rentrés chez eux, où ils ont retrouvé leurs parents. Et ces sacs de riz ne sont jamais retournés au magasin. Ça veut dire qu'à un moment, les gens se sont assis sur leur dignité parce qu'ils avaient faim. Parce qu'ils avaient faim. Donc, il faut que le président de la République se rende compte que ce n'est pas avec 47 milliards, ni avec 300 milliards mis en place au lendemain de mars 2021 pour aider les jeunes à entreprendre. Ce n'est pas comme ça qu'on réglera le problème. Je l'ai dit, je l'ai redit et je le redis encore aujourd'hui. Le problème n'est pas un problème d'argent.
C'est un problème de capacité. Et pour en revenir à ce qu'il disait tout à l'heure, je pense qu'il faudrait mettre en place un peu partout sur l'ensemble du territoire des centres de capacitation où il faut entendre les jeunes, leur demander ce qu'ils veulent faire. Parce que pendant très longtemps, et depuis les années 80, nous avons accepté un taux d'échec énorme au sein de l'école, parce que le système éducatif qui était là, c'est le système de l'école, et quand on redouble, ou même quand une fille tombe enceinte, on le chassait de l'école. Et ce faisant, qu'est-ce qu'on faisait? On disait, Nadem Diang métier, va apprendre l'électricité bâtiment, va apprendre la maçonnerie, va apprendre la menuiserie, etc. Alors, tous ces métiers-là, on en a fait quelque part des métiers de ratés. C'est-à-dire qu'on n'a pas valorisé ces métiers-là. On nous a fait croire pendant longtemps que réussir, c'est avoir un diplôme universitaire ou alors post-bac et se retrouver dans un bureau. Et que tous ces métiers-là, c'était pour les ratés, des gens qui n'étaient pas intelligents, des gens qui avaient échoué à l'école, des gens qui étaient les rebuts de la société, c'était pour les parias de la société. Et aujourd'hui, nous tentons de rectifier le tir. Nous demandons à ces gens d'aller faire de l'agriculture, alors qu'on leur a toujours dit que l'agriculture, c'est le métier du pauvre et que si que vous voulez réussir, vous devez aller à l'université, vous devez avoir un diplôme. Aujourd'hui, on leur demande d'aller dans des centres de capacitation en mécanique, mais pendant 30 ans ou pendant 20 ans, on leur a dit, attention, c'est pour les pauvres, c'est pour les ratés, c'est pour les inintelligents, etc. etc. Voici les problèmes systémiques et endémiques que nous avons. Mais aujourd'hui, il y a un métier quand même aujourd'hui qui paye beaucoup, c'est celui de footballeur. On a vu le métier de Ganagé aujourd'hui qui est sur la sellette en France, qui gagne énormément d'argent avec le Paris Saint-Germain, mais qui est dans une polémique concernant son attitude en refusant de jouer un match de football parce qu'il ne croit pas à ce qu'on a voulu l'imposer. Et le sujet est posé aujourd'hui. Comment aujourd'hui, est-ce qu'il y a une rupture sociétale entre la façon de l'Occident de voir la marche de la société et la société africaine, comment elle conçoit les choses? Merci Alassane pour cette question. Non, mais j'apprécie la subtilité avec laquelle vous avez posé la question. Le foot, bon, alors, c'est toujours un sujet gênant de parler de choses qui relèvent de l'homosexualité, tout ça, des mœurs, tout ça. Dans notre société, actuellement, je vais partir de ce qu'on a pu voir avec Idrissa Gana Gueye. D'abord, la réaction que je vais qualifier de défensive face à l'action offensive, parce qu'on est en foot. La réaction défensive d'Idrissa Gana Gueye, qui a été une réaction individuelle d'expression de sa liberté. Mais cette réaction n'a pas seulement été individuelle, elle a été aussi collective, globale, parce qu'au même niveau de l'étranger, certains l'ont, politique, de la fédération, de beaucoup de gens qui lui ont apporté un soutien. Et en face, qu'est-ce qu'on a? L'action offensive, qui ne date pas d'aujourd'hui. J'aurais pu dire au détour d'une phrase que l'homosexualité, il a voulu exprimer que l'homosexualité n'était pas son terrain de prédilection, que son terrain de prédilection, c'est le foot. Et qu'il faut résister à ces types de pression, d'incorporation dans ce qu'on peut appeler l'international homosexuel, qui passe à travers une politique, voire une diplomatie de l'homosexualité. Pourquoi diplomatie de l'homosexualité? Parce que tous les présidents que vous voyez aujourd'hui, certains chefs d'État, certains premiers ministres, quand ils voyagent, ils mettent dans leur valise les droits de l'homme réservés ou les droits des gays, les droits de l'homosexualité, qui cherchent à imposer diplomatiquement au pays qu'ils visitent. Heureusement que dans nos pays, il y a encore de la résistance, mais cela montre le respect, l'irrespect notoire que ces pays, que ces chefs d'État ont à l'égard de nos pays. Et pour rapport à Idrissa Gana Gueye, ça pose un problème fondamental. Demain, est-ce qu'on peut imposer à un joueur de porter un maillot demain qui aurait le signe nazi ou un message nazi? Ça pose problème. Ou la croix gammée. Il revient à un moment à l'homme d'exprimer en toute liberté ses convictions, ses valeurs. Idrissa Gana Gueye appartient à une culture, à une société, et il sait ce que peut peser le fait de choisir d'endosser ce type de maillot avec ses couleurs. Ces couleurs ne sont pas, on ne peut pas dire que ces couleurs, ce ne sont que des couleurs, ce n'est pas rien. Ces couleurs renvoient à toute une philosophie, à tout un symbole, à toute une dynamique qui a été enclenchée. Et cette dynamique, on la voit à tous les niveaux. Au théâtre, au cinéma, dans la publicité, dans le football, partout, dans la rue, dans le vocabulaire, dans la musique, partout,
À travers tous ces cadeaux-là, l'on cherche encore une fois à imposer des modes de vie qui ne sont peut-être pas nos modes de vie ou qui ne correspondent pas à nos valeurs. En posant cet acte extrêmement courageux, et c'est ce qu'il risque. Ce n'est pas un signe de défiance à l'égard de son employeur ou à l'égard du lobby homosexuel extrêmement puissant. Et peu de gens osent défier parce qu'on sait souvent ce que l'on risque. Mais lui, il a osé poser cet acte-là pour dire que ça ne correspond pas à ses convictions, à sa morale, à ses valeurs. Et ce qu'il faut souligner, c'est que beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'Africains, beaucoup même d'Européens l'ont suivi, l'ont soutenu. Et je pense qu'il n'y a que ça à retenir. Après, bon, le reste, ce ne sont que des... Voilà. Il a reçu certes beaucoup de soutien, même du président, de Ousmane Sonko, de tout le monde au Sénégal, à travers le monde, les gens soutiennent Idriss Gana-Gueye. Mais quelles sont les conséquences de son acte pour sa carrière? Parce que beaucoup savent qu'aujourd'hui, que le lobby homosexuel en Europe est extrêmement puissant. Ils tiennent les leviers financiers, économiques et même médiatiques. Oui, mais d'abord, il faut se dire que Idrissa Gana Gueye a tout au plus 3 ans de carrière au très haut niveau, parce que bon, il est âgé de 32 ans, donc il est pratiquement à la fin de sa carrière et il va tenter certainement une reconversion. Moi, je pense que c'est un garçon à saluer déjà, donc parce que c'est quelqu'un de très courageux, il a beaucoup d'abnégation et beaucoup de sérieux dans son travail. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faudrait reposer la question dans les bons termes. Pourquoi ? Parce que on n'a pas demandé au président du Paris Saint-Germain ou au directeur sportif de porter le maillot. On a demandé ça aux joueurs. Cela veut dire quoi? Ça veut dire d'abord parce qu'il a de l'influence, et ensuite parce qu'il a une image. Donc la bonne question, c'est peut-on aujourd'hui refuser d'associer son image à une cause ou à une communauté, quelle qu'elle soit? Et la réponse coule de source. La réponse est oui. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on le taxe d'homophobe. Mais tout se passe alors comme si, quand on n'est ni pour ni contre, on est homophobe. Ça veut dire qu'il faut être pour. Parce qu'on ne peut pas être contre. Si on est contre, on est homophobe. Ça veut dire que c'est le droit à l'indifférence qui est, si vous voulez, la base de la liberté, le droit à l'indifférence. Je ne vous soutiens pas, mais je suis indifférent. Je ne vous attaquerai pas, je ne vous tuerai pas, vous ne ferez pas l'objet d'invectives de ma part ou de violences verbales. Mais je suis juste indifférent. Et en fait, tout se passe comme si on n'a plus le droit d'être indifférent. Et ce que Ghana a fait, pour moi, c'est de l'indifférence. Je ne pense pas que ce garçon irait attaquer. Je pense qu'il a d'autres chats à fouetter que d'aller attaquer dehors des homosexuels qui s'embrasseraient dans les rues de Paris. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? Je pense que le phénomène, en fait, le cas, je ne veux même pas l'appeler cas, en tout cas, cette histoire est un prétexte pour poser des vrais problèmes et pour faire peur. Pour faire peur. Nous en sommes là. Il y a une minorité qui tente d'imposer sa volonté à une majorité. Je disais sur une page dans les réseaux sociaux il y a 2 jours que même le pape est homophobe. Et beaucoup de gens se sont étonnés. Pourquoi tu dis ça? Le pape n'est pas homophobe parce que l'Église accepte les homosexuels, mais ne consacre pas l'homosexualité. J'ai dit, ben voilà. Donc, l'Église est indifférente. C'est-à-dire, on accepte l'homme, mais on bannit ses vices. Ben, c'est la même chose. Donc, si bannir le vice ou alors bannir l'homosexualité, c'est être homophobe, donc tout le monde est homophobe, ou en tout cas la grande majorité de la population mondiale est homophobe parce que nous avons affaire à une minorité. Et encore une fois, Gana Gueye a bien le droit de rester indifférent, il a bien le droit de ne pas associer son image à une communauté. Et bien au-delà de cela, je ne pense pas que pour organiser une journée de lutte contre l'homophobie, il faille arborer les couleurs de l'homosexualité. C'est différent. C'est différent parce qu'ils disent que c'est une journée de lutte contre l'homophobie. Mais le seul moyen qu'ils ont trouvé pour lutter contre l'homophobie, c'est que tout le monde accepte de porter les couleurs
de l'homosexualité. Donc je pense qu'ils ne sont même pas cohérents avec eux-mêmes. Il ne s'agit pas de lutter contre l'homophobie, mais de promouvoir l'homosexualité. Et a-t-on besoin de promouvoir l'homosexualité pour lutter contre l'homophobie? Donc il y a un problème ici. Et malheureusement, ce débat n'est pas posé ni en France, ni ici, ni ailleurs. On se contente de dire il a raison, il a tort, mais je pense que ça devrait plus nous pousser vers une réflexion technique sur la notion même d'homophobie, parce qu'il n'y a même pas de définition claire quant à la notion d'homophobie. C'est quoi l'homophobie? Moi, je voudrais ajouter, derrière, en fait, la reconnaissance ou la promotion de l'existence de l'homosexualité existe depuis toujours. Au-delà de cette question, je pense qu'il y a un enjeu. L'enjeu, c'est quoi? C'est la publicité, la globalisation des droits réservés aux homosexuels. Droit à l'adoption, droit au mariage, etc., etc. Et comme dans nos pays, il y a ce refus de verser dans cela, tout de suite, il y a cette pression internationale. C'est pour ça que je parlais de géopolitique, de diplomatie de l'homosexualité. L'enjeu, ce n'est plus de reconnaître. Avec des puissances d'argent. Puissance d'argent. D'ailleurs, aujourd'hui, les jeunes qui veulent immigrer en Europe, en Occident, ils viennent demander l'asile gay. C'est ce que j'appelle l'asile gay. L'asile gay, c'est... Je suis persécuté dans mon pays parce que je suis homosexuel. Je demande non pas l'asile économique ou politique, mais ma vie est en danger. Et aujourd'hui, à force d'entendre ce discours, il ne faut pas oublier aussi que ce sont nos compatriotes. Il y a des associations qui existent, qui vont vers l'Occident pour demander à Obama de tenir un discours sur l'homosexualité, de faire pression en arrivant au Sénégal. Parce qu'il y a aussi tout cela rejoint le problème qu'on avait abordé. Souvent, ce ne sont même pas des homosexuels. Nous n'avons pas un problème d'homosexualité extrêmement prégnant au Sénégal. Ils ont existé et quelquefois de manière folklorique en animant un certain nombre de cérémonies sans que les gens n'attachent trop d'importance. Mais au moment où l'on parle d'adoption, là, ça devient extrêmement grave. Peut-on accepter qu'un couple homosexuel se marie? Deuxième chose, qu'ils adoptent des enfants. Et ça doit nous conduire ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, à poser les bonnes questions, à s'intéresser vraiment aux questions fondamentales. Nous devons nous poser un moment la question fondamentale de savoir ce qu'est notre société. Quelle est l'identité de notre société? Quel est le sens à donner à notre vie politique, à notre vivre ensemble? Sur quoi devons-nous fonder notre société? Pourquoi voulons-nous faire société? Pourquoi voulons-nous vivre ensemble? Comment voulons-nous vivre ensemble? Comment pouvons-nous réaliser un certain nombre de choses pour que le Sénégal puisse vivre bien? Et ça, tant ceux qui s'investissent en politique, comme d'ailleurs ceux qui ne s'investissent pas en politique, parce qu'il y a aussi ce problème. Absolument. Parce que beaucoup de gens qui ont un talent, beaucoup de gens qui auraient pu servir les causes politiques subissent la dépolitisation, le déclassement, le désengagement. À tel point aujourd'hui, il y a un paradoxe. Voilà un pays où il y a des chercheurs dans tous les domaines, récompensés dans tous les domaines, avec tous les titres possibles et imaginables dans ce pays. Et il n'y a aucune conjonction, il n'y a aucune coordination, il n'y a aucune possibilité d'envisager ce que les Américains appellent l'open government. C'est-à-dire ce que la recherche peut pour un gouvernement ouvert. Apporter. Cela nécessite quoi? L'ouverture gouvernementale. Et quelque part, une certaine humilité à se dire que nous avons des universitaires, nous avons des chercheurs. Dans beaucoup de domaines, des gens produisent des savoirs qui sont susceptibles de nous aider à améliorer nos vies. Mais ça reste encore le vrai problème. Oui, le temps que nous y est parti est terminé. Merci infiniment à Ibrahima Silla, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci à Pierre Ahmed Ba, qui est anthropologue, expert en intelligence des systèmes complexes et la communication politique, la géopolitique, la géostratégie. Biran Sissi était à la technique au micro Alassane Samba Diop. Bon dimanche à tous. Vous écoutez iRadio 90.3, la première radio-vision du Sénégal.